Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. On va commencer par vous demander quelle pétition vous signez. Vous signez avec Catherine Deneuve ou avec Madame de Haas? Alors, de façon générale, mais particulièrement là, je pense qu'il faut sortir des questions de personnes. Moi, ce que j'observe, c'est que cette première tribune dans Le Monde, c'est une espèce de pot pourri. C'est-à-dire, il y a un peu de tout dedans. Il y a des réflexions qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas nouvelles non plus. La question de savoir si on doit se sentir victime et être traumatisé après un viol ou une agression sexuelle, elle a été posée dans Baise-moi de Virginie Despentes en 1993. Ça nous rajeunit pas. Encore qu'après un viol, tout le monde est d'accord. Hein. On parlait. Non, pas du tout. Justement, sur cette tribune, elles sont pas d'accord, puisqu'elles disent qu'elles revendiquent le droit d'être agressées sexuellement et de ne pas être traumatisées, de ne pas être des victimes à vie pour cela. Pour certains c'était gestes, pas aussi le forcément débat. Pour les viols. Non, pour les viols aussi, c'était aussi le débat qui opposait Christine Angot et Sandrine Rousseau, le fameux sur France 2. C'était est-ce qu'on est victime et est-ce qu'on revendique un statut de victime ou est-ce qu'on ne veut surtout pas être assigné à cela? Et ça, c'est un débat qui est intéressant et qui est un débat sémantique et intime qui porte sur le ressenti de chaque femme et personne ne peut dicter à une autre femme son ressenti. Mais dans cette tribune, il y a aussi des choses qui sont profondément choquantes, voire fausses. Par exemple, dire éventuellement dans certains cas, peut-être qu'une agression sexuelle peut être considérée comme un délit. Ce qui est dit dans cette tribune, ça n'est pas vrai. Je suis désolée, il faut dire le droit. Et moi, en tant que membre de gouvernement, je suis là pour rappeler ce qu'est le droit. Nous avons déjà énormément de mal à faire comprendre aux jeunes filles que se frotter contre elles, frotter un sexe d'homme contre une femme dans le métro sans son opinion, c'est une agression sexuelle. Ça vaut jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. On a du mal à dire aux jeunes filles qu'elles n'ont pas éprouvé de la honte et qu'elles ne sont pas coupables de cela. Donc je pense que c'est dangereux que de tenir ce discours. Et enfin, il y a des choses qui relèvent du fantasme. Dire, comme c'est écrit dans cette tribune, que des hommes auraient été renvoyés en France pour avoir touché le genou d'une femme, c'est faux. Ou alors, s'il y en a un, qu'on me le présente. Ludovic Piétenu. Oui, sur la question de l'égalité salariale, plusieurs auditeurs nous ont, via les réseaux sociaux, interpellés sur le manque de volontarisme politique en France depuis tant et tant d'années. Allez-vous changer la donne? Vous, Marlène Schiappa, par exemple, là où l'Islande a, dès le 1er janvier, choisi l'égalité salariale dans les entreprises de plus de 25 salariés, et puis avec des amendes à la clé en cas de non-respect. Est-ce que c'est si difficile à envisager à court terme? Alors non seulement c'est pas difficile, mais ça existe en France depuis 40 ans. Moi, je suis toujours assez frappée de voir que ce qui se fait à l'étranger est formidable et merveilleux, et ce qui se fait en France, on n'en a pas connaissance. On parle d'égalité Par réelle, exemple, hein, bien sûr, mais là, la loi qui a été prise par l'Islande, en France, ça fait depuis les années 80 qu'il y a une douzaine de lois qui ont été prises, qui sont partiellement appliquées, pas assez appliquées. Je suis bien d'accord avec vous et je suis très choquée qu'il existe encore 12 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, et notamment 9% à poste égal entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que j'étais avec Muriel Pénicaud ce matin, la ministre du Travail, et qu'on travaille très sérieusement et qu'on présentera d'ici 2 mois un plan concret et dur contre les inégalités de salaire. Excusez-moi, Hakim El Karoui, vous n'avez pas l'air d'accord? Non, le chiffre de 27%, enfin je parle sous votre contrôle, il faut voir comment il est construit. C'est pas à travail égal. 12 à 27%. Voilà. C'est pas à travail égal, salaire inégal. C'est quand on fait la somme des salaires des hommes et la somme des salaires des femmes, on peut arriver effectivement à 25 ou 27%. Mais c'est parce que les carrières sont différentes, parce que le niveau dans les emplois est différent, etc. Bon, vous êtes d'accord? Il y a plusieurs choses, partiellement, mais je pense qu'on n'a pas de désaccord fondamental. Il y a 9%. Débattre, mais c'est juste pour ce point précis. Non, oui, c'est pour ça que j'ai dit 12 à 27%. Il y a 9% si on prend à poste égal. À poste égal, une femme, un homme ont encore 9% d'écart de salaire en moyenne. Et ça peut aller jusqu'à 27% si on prend compte les temps partiels, notamment les temps partiels subis, mais aussi, vous avez raison de le souligner, les interruptions de carrière liées notamment à la maternité, puisque dans 96% des congés parentaux, ce sont les mères qui s'arrêtent de travailler et pas les pères. Ludovic Piétenu. Il y a aussi ce texte que vous sortez aux éditions de l'Aube, Marlène Schiappa, avec Jérémy Pelletier, sur un autre sujet extrêmement clivant en ce moment, en tout cas un débat qui n'est clairement pas mené, on va dire, de façon apaisée dans notre société en ce moment, ce débat sur la laïcité. Vous dites dans ce petit ouvrage, tout simplement, il n'y a pas besoin d'ajouter d'adjectifs. Pourquoi s'évertuer à vouloir parler de laïcité positive ou négative? C'est une mise au clair, c'est une mise au point. Ce livre, c'est aussi la pensée d'Emmanuel Macron? Ça fait beaucoup de questions en une, je vais essayer d'y répondre. Bon, d'abord, ça veut dire quoi, la laïcité? La laïcité pour vous. D'abord, l'idée, c'est de dire justement qu'il n'y a pas besoin d'adjectifs. Nous disons que la loi de 1905 se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas besoin de qualifier la laïcité. Effectivement, on parle parfois de laïcité inclusive, de laïcité stricte, de laïcité dure. Nous pensons que la laïcité est la laïcité, point, et qu'elle est abaissée quand on l'adjective. Ok.
Et c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la définition stricte de la loi de 1905. Alors l'idée pour nous, c'était justement d'aller au-delà des questions. Vous avez dit, on n'a pas un débat apaisé. Nous pensons que nous pouvons avoir un débat apaisé sur la laïcité et nous pensons que c'est un élément de cohésion nationale. C'est-à-dire que la laïcité ne doit plus pour nous être un sujet d'affrontement, de clivage, mais un sujet de débat profond qu'il ne faut pas éluder, mais un sujet surtout de cohésion. C'est ce qui nous permet de vivre tous dans une nation unie et pas dans une addition de communautés religieuses ou non religieuses. Donne-nous quand même un exemple, comment ça marche, la laïcité, point. Alors justement, dans ce livre, on a plusieurs chapitres, notamment sur les services publics ou sur la justice, sur l'école. Mais par exemple, pour ce qui me concerne plus particulièrement, sur les droits des femmes, je pense que la laïcité, c'est une garantie non suffisante à elle seule, mais essentielle et nécessaire de l'application des droits des femmes. Je vous donne un exemple. Dans des pays qui n'ont pas de séparation des églises et de l'État, qui n'ont pas de loi équivalente à la loi de 1905, vous pouvez avoir des radicaux religieux qui financent des hôpitaux et qui donc dictent leurs règles et empêchent par exemple l'accès pour des femmes à la contraception ou à l'IVG. Ça se voit dans des pays dans le monde. Vous nous disiez juste avant d'entrer dans ce studio, Marlène Schiappa, que parfois les camps que l'on voit s'affronter en France s'auto-caricaturent eux-mêmes. Comment vous allez rapprocher ces points de vue? Et c'était ma première question, est-ce que ce n'est pas au chef de l'État à faire ce travail? Est-ce qu'il n'est pas attendu fortement sur un discours qui dirait peut-être aussi laïcité, point? Mais vous savez, moi je pense effectivement qu'on peut rapprocher et qu'on peut trouver des lignes de consensus sur la laïcité. J'ai organisé le 9 décembre pour l'anniversaire de la loi de 1905 un grand débat au secrétariat d'État de l'égalité entre les femmes et les hommes avec une trentaine d'intervenants qui venaient de lignes parfois très différentes et on m'a dit ton débat va tourner au pugilat, tu ne pourras pas l'organiser, les gens vont crier, s'insulter, etc. En fait c'était un débat très profond, de haute tenue, extrêmement intéressant et on a trouvé des lignes de rassemblement de personnes qui arrivaient en pensant qu'elles étaient dans ces positions dites irréconciliables. Mais je crois vraiment que là encore, il faut sortir des débats de personnes et qu'il faut aller vraiment vers un débat plus en profondeur sur la laïcité. Vous affirmez la liberté de croire et donc de manifester cette croyance d'une certaine façon. Bien évidemment. Est-ce que pour, par exemple, les sorties d'école, les femmes, les mères qui portent le foulard vont pouvoir le porter, y compris dans ces sorties? Ça, vous savez, c'est un vrai débat qu'on n'a pas tranché là-dessus puisqu'on a voulu proposer une ligne qui fasse consensus et donc on a laissé de côté des sujets qui ne faisaient pas consensus au sein de différentes familles laïques, mais ça fait partie des sujets. Vous écrivez quand même qu'a priori, il n'y aurait pas besoin de légiférer. Alors nous, ce qu'on écrit là-dessus, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, installe un conseil des sages qui va rendre donc une ligne gouvernementale sur ce sujet. Nous, ce que nous écrivons là-dessus, c'est que le débat, en fait, il faut le dépassionner et le ramener au droit. Donc la question, c'est est-ce que ces mères sont là en tant qu'individus, en tant qu'adultes émancipés, qui ont parfaitement le droit d'être voilées et de manifester leur appartenance à une religion, ou est-ce qu'elles sont là en tant que collaboratrices ponctuelles de l'État, qui là devrait se soumettre à la neutralité religieuse de tous les agents publics? La véritable question, c'est une question de droit et elle est là. Pardon d'insister, mais il n'y a pas eu de l'expression du chef de l'État, j'ai pas ma réponse sur l'expression de Macron qu'on attendait. Alors, il était question d'un débat, d'un discours en décembre, puis d'un discours en janvier. Le président de la République s'est exprimé sur la laïcité, notamment dans le cadre des vœux représentants des religions. Il a rappelé pas de radicalisation. Alors là, ce sont des propos rapportés, donc je ne sais pas s'il les a tenus ou pas, je n'étais pas présente. Il parlait de radicalisation. Il a rappelé néanmoins que la République était laïque et qu'il n'y avait pas de débat à ce sujet et qu'elle garantissait aussi bien sûr le droit de croire ou de ne pas croire. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est exprimé sur France 2 dans On n'est pas couché sur la laïcité et c'est lui qui porte la parole du gouvernement à ce sujet.